J'ai dû me réveiller une demi-heure plus tard. Le temps passe si vite dans mes rêves. Ma mère rentre dans ma chambre, doucement, sans faire le moindre bruit, comme à son habitude, et ouvre mes volets. « Bonjour Ophélia, me dit-elle, en arrangeant une mèche sur mon visage. Il faut aller en cours. » Je gémis, et me plains. Je n'ai pas l'impression d'avoir dormi cette nuit, et hésite à me faire porter malade, surtout après tout ce qui s'est passé. Ma mère quitte ma chambre en me laissant me changer à loisir. « N'oublie pas d'arranger un peu cette plaie sur ton front, me dit-elle. « Pardon ?» Je me lève et fonce vers mon miroir. Je me mets à crier, en voyant un trou rouge, souvenir d'une chute étrange dans un rêve beaucoup trop réaliste. Je vérifie mon bras et y vois le même tatouage, à la seule différence que la plume est dans l'encrier, prête à être utilisée. Je vais vers mon bureau et y vois ma plume, au-dessus d'une simple feuille recouverte d'une fine écriture dorée, un encrier sur les côtés et une boîte ouverte. Je pose mes mains sur ma bouche et tente de m'empêcher de hurler. Je ne dois pas flipper. Je dois me calmer et considérer que tout cela n'est qu'une simple coïncidence. Je me regarde de haut en bas et aperçois quelque chose à mes deux bras. Des traces, dues à un garçon qui m'a plaqué au sol. Je n'ai pas rêvé. Je relis ma feuille et énonce à voix haute ce qui j'y ai écrit, sans l'assimiler sur les détails. Je marche, dans un lieu où tout n'est que suite incongrue de lieux et situations dépareillées. Tout le monde peut être ce qu'il veut, suivant un code d'honneur, être soi-même, assumer ses actes, être honnête. Chacun peut être soi-même, et cette acceptation peut permettre d'accéder au bonheur. Un seul mystère reste dans ce monde, en partie parfait. À bonheur présent, malheur équivalent à lui-même. Ce malheur s'exprime par des mystères et des dangers sans nom, des monstres. Acceptation de soi peut mener à créer de vrais dangers pour tous. Le lieu le plus mystérieux de ce monde se nomme Perla, et personne ne l'a encore jamais vu, mais tout le monde le cherche, car le vœu est une vraie source de trésors et peut mener à un choix ultime. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde la boîte où était la plume, et y cherche le moindre indice me permettant de supprimer ce que j'ai fait, mais je ne trouve rien. « Ma chérie, tu es prête? On part dans 5 minutes, me prévient ma mère. « J'arrive !» J'enfile un pantalon et cache la feuille de papier recouverte d'écritures d'or, range ma plume dans mon tiroir et cache la clé autour de mon cou. Je décide de porter un t-shirt long pour cacher mes tatouages et mes marques, et un bandana bizarre pour ma plaie. Je remplis mon sac et rejoins ma mère sans avoir pris le temps de manger quoi que ce soit. Elle m'attend à l'entrée, en me tendant un thermos de café. Je l'attrape et en bois une gorgée, manquant de peu de me brûler. Je rentre dans la voiture. « Tu es pâle, souligne ma mère. Tu dois me couver quelque chose. » Je n'ose pas le dire, mais je sens que je vais vomir ou m'évanouir, ou les deux. Je n'aime pas le fait que je me sois prise pour Dieu, à créer tout un univers, toute une dimension. Je pense que j'ai de la fièvre, mais ce n'est dû à absolument aucune maladie, et je sais que je vais devoir y retourner, même si je ne me souviens pas de comment j'en suis partie. Je dois y retourner, cela me semble vital, essentiel, important. Mais je dois avant tout relire la feuille, pour comprendre ce que j'ai fait, et comment c'est putain de possible qu'une plume ait pu créer ce monde. Ma mère me dépose devant le bahut, un grand bâtiment, contenant un niveau d'ado en chaleur et de testostérone comme c'est pas permis. Je sors de la voiture, mais ma mère me prend la main. « Ma chérie, n'oublie pas de te faire des amis, me répète-t-elle comme tous les matins. Intègre-toi. » Je préfère mourir que de faire croire à quelqu'un que je ne suis pas, lui répondis-je. Arrête de faire ton mélodrame et de te croire sur les planches. Tu as 17 ans, tu sais à peine qui tu es. Peut-être, acquiesçai-je, mais je sais au moins ce que je ne suis pas. C'est-à-dire? Je ne suis pas eux, répondis-je. Je ferme la porte et ma mère quitte la place de parking. Ce n'est pas vraiment ce qu'elle aurait aimé entendre, mais je n'aime pas me mentir et dire quelque chose pour me faire accepter en dépit d'une quelconque honnêteté. Elle n'est pas méchante, ma mère, mais on se ressemble trop peu. Je ne suis pas du tout comme mon père, je diffère de ma mère, de ma grande sœur Sarah, de mon grand frère Baptiste et de ma petite sœur Wendy. En un mot, on peut dire que je suis un animal complètement unique dans toute ma famille. Salut Ophélia ma chérie, c'est fou ce qui m'est arrivé ce soir, mais je suis heureuse de ne surtout pas ressembler à Valentine, une sale blonde prétentieuse dont le principal trait de caractère et spécificité réside dans le fait de coucher avec tous les mecs du lycée. J'ai envie de lui crier parfois qu'elle a 16 ans et que si elle continue comme ça, elle mourra du sida avant d'avoir eu son bac. Elle met une main sur mon épaule et m'incite à la suivre. Je n'ai aucune envie. Je préférerais me plonger dans mon travail et lire encore une fois cette feuille, mais dans ma tête j'entends la voix de ma mère. « Intègre-toi !» J'espère qu'elle se rend compte de mes sacrifices pour y arriver. M'intégrer, c'est un rôle que je joue. Me mentir pour être accepté, tel est le prix à payer. Un prix trop cher pour une amitié avec la plus grosse salope du lycée. Elle ne mérite rien de moi, et surtout pas un semblant d'amitié. Ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais mon amitié se mérite. Elle me parle, mais je n'entends rien. J'ai trop mal à la tête. Sa voix montant dans les aigus et l'effort pour monter toutes ces marches, accentuées par ma blessure, ne m'aideront pas à tenir toute la journée.
Ta gueule, dis-je dans un souffle en sentant que je vais m'évanouir. Pardon, me dit-elle d'un air choqué, gravement exagéré. Je dis que cette fille devrait fermer sa gueule, me repris-je pour éviter un pétage de câble de sa part. Mais t'as trop raison en plus. Elle continue de me parler, mais je n'entends rien. Tout est perdu dans ma tête. Je vois les marches, toutes similaires, se poursuivant devant moi, sans que je puisse savoir combien elles sont, ni ce qui se passe autour de moi. J'arrive à l'étage où j'aurai mon cours d'anglais. Enfin, je le pense. Je sors du groupe qui monte et m'engage vers les couloirs en laissant Valentine parler toute seule. « Ophélia !» m'appelle-t-on. « Ophélia, où tu vas ?» Je n'en sais rien et j'ai envie de répondre, mais je me sens quitter la terre. Je tombe en arrière et ma tête cogne violemment le sol du couloir sans que quiconque ne vienne me rattraper. Je ne crie pas, ne dis rien de plus qu'un mot. Merde. J'ai entendu des cris autour de moi, mais je n'ai pas su qui était venu au-dessus de moi pour me porter. Ma vue se brouille, mes yeux se ferment et je me perds. Un bip-bip régulier me réveille doucement, comme une horloge. J'ouvre les yeux difficilement et vois au-dessus de ma tête un néon d'hôpital. Je savais que je finirais par aller à l'hôpital, mais m'évanouir devant tout le monde me semble trop théâtral, même pour moi. Un homme se penche au-dessus de ma tête et retire quelque chose de mon front. Il sourit, satisfait, et sort de mon champ de vision. « Qu'est-ce qu'elle a, docteur ?» dit ma mère. « Une blessure ouverte, mal soignée. Elle doit l'avoir depuis au moins 2 jours, peut-être moins. Ce n'est pas d'hier, en tout cas. »« Elle n'avait rien hier !» Ma mère m'a posé plein de questions sur comment je me suis blessée. Je me suis montré très évasif sur le sujet, en cachant que c'était issu d'une course-poursuite avec un monstre dans une forêt. Ce serait un peu surprenant, même pour une femme ouverte d'esprit comme ma mère. Ma blessure était plus grave que je ne le pensais, et le côté positif, c'est qu'elle n'a pas vu mes marques aux avant-bras et mon tatouage. Ça aurait été de mauvais goût et légèrement déplacé. Dans ma famille, on a toujours été contre le tatouage. Mais ce n'est pas comme si c'était de ma faute. J'en aurais peut-être plus si on me laissait seule 1 minute pour que je puisse réfléchir à tout ça et relire la feuille de papier. Les parents ont décidé de rester près de moi, le temps que je me rétablisse. Je suis donc rentrée à la maison. Ils ont installé mon lit, par terre, alors que normalement je dors dans ma mezzanine. Ils ont aussi instauré un roulement pour me surveiller. Mon père a même quitté son boulot plus tôt pour être là auprès de mon chevet, comme si j'allais bientôt casser ma pipe. Je lis à moitié un livre que ma sœur m'a donné. Comment améliorer sa vie sentimentale? L'autre moitié de ma conscience est focalisée sur le mystérieux papier caché sous mon oreiller. Je regarde mon père à la dérobée, en me demandant si le roulement se fera bientôt. Il y a toujours les toilettes pour être un peu seul, mais connaissant mes parents, je crains que ce ne soit pas suffisant. Je le tente quand même. Simple question, demandai-je. Vous allez aussi me surveiller aux toilettes? On te surveille pas, répond mon père. On vérifie si tu ne vas pas encore tomber dans les pommes. Dans mon lit? Où tu vas en venir, me demande-t-il. C'est évident, non? Il m'aide à me lever et à sortir de ma chambre. Il m'attendra à la sortie des toilettes. Une fois seule, je baisse le clapet et me pose dessus en sortant un carnet et ma feuille. Je regarde la feuille avant d'ouvrir le carnet pour prendre des notes. Premièrement, le temps. Selon le docteur, ma plaie date d'il y a 2 jours, vu le niveau de cicatrisation. Mais ma mère affirme n'avoir pas vu cette blessure hier. Donc le temps que je passe dans l'autre monde est nul au temps de la vraie vie. De plus, je me souviens avoir passé 2 jours là-bas, et pourtant cela ne fait qu'une nuit dans mon monde. Cela devient évident. Deuxièmement, le tatouage. Il est apparu dans l'autre monde, pour la première fois, mais il était différent. La plume était sortie de son écrin, comme prête à écrire. Or, dans mon monde, cette dernière est bien installée dans l'encrier en question, comme en attente. Cette inscription sur ma peau est directement liée à l'endroit où je me trouve, comme si l'histoire ne s'écrit que dans l'autre monde. Troisièmement, ma plaie. Je me souviens avoir la certitude que je me suis blessée de façon ridicule. Bien que ce fût douloureux, ce n'était en aucun cas comparable à ce que j'ai ressenti dans mon école. Conclusion, l'assimilation de la douleur est différente entre les 2 mondes. Quatrièmement, tout va bien? C'est une blague? Mon père campe vraiment devant les toilettes. Je dois les foncer de compagnie pour retourner là-bas. Mais j'y pense. Si le temps que je passe dans le monde est nul dans la vraie vie, alors je peux partir maintenant. Mais comment? Je ne me souviens pas du tout de comment j'ai quitté l'autre monde. Je me suis juste évanouie. Pour que ça se reproduise, je peux juste essayer de caresser ma plume sur mon tatouage. Allez, ça se tente. Je pose 2 doigts sur mon poignet et fais le mouvement d'envoyer la plume vers le mur. La réaction ne se fait pas tarder. La plume s'échappe de mon bras et s'enroule autour de moi. Je me retrouve une fois de plus, emportée dans ce même tourbillon qu'auparavant. Et la seconde qui suit, je tombe à terre violemment. Je lâche une plainte et me relève. C'est la grotte. Je suis de retour. Je me mets à sauter de joie, en criant le plus discrètement possible. Je n'ai pas vraiment envie de passer pour une folle. Mais je suis tellement heureuse d'être de retour. Je note que j'avais raison. Le rapport à la douleur est moindre ici comparé à la vraie vie. J'enlève donc mon bandage, au front, en réalisant que je ne sens plus rien de la douleur fulgurante de tantôt. Mais je préfère de loin me sentir bien dans ce monde et mal dans le mien que l'inverse.
C'est très encourageant pour la suite. Mais je me demande si je pourrais mourir en arrivant dans mon monde des blessures de l'autre. Il vaut mieux ne pas y penser et profiter de cette chance de vivre dans un monde que j'ai moi-même créé. Je retourne vers le centre de la grotte et aperçois une dizaine de personnes de plus que je ne le pensais. Ils sourient et portent des baluchons sur leur dos. Je me sens un peu paumé dans cette histoire. Je récupère mes affaires dans un coin roulé en boule, range ma lantra et ma cape dans mon sac, l'installe sur mes épaules et suis le groupe. Marcus me salue de la tête alors que je monte à bord en passant devant lui. Warner, le jeune homme plus âgé, me sourit, mais Lewis ne répond même pas à mon bonjour, trop occupé à m'ignorer en faisant semblant de travailler. Les gens se montrent lassés de ce qu'il se passe autour d'eux. Habitués à l'extraordinaire, et la passerelle de devant est libre, prête pour moi. Je m'y appuie, en me préparant à sentir un air marin, mais je n'entends et ne sens rien d'autre qu'une chute d'eau rapide passant à toute vitesse devant mes yeux. « Préparez les voiles rembourrées et ouvrez la cascade !» clame haut et fort Warner en tenant la barre joyeusement. Lewis, installé sur le nid de pie, répète les mots et ainsi le message parcourt tout le navire. C'est avec surprise que je vois le rideau d'eau en face de moi se séparer en deux pour nous permettre le passage. Je ne peux plus supporter l'attente du départ. Je rêve de toucher ce rideau du bout des doigts. Je remarque soudain être la seule à se montrer émerveillée par ce voyage. Les autres ne montrent aucune émotion et se concentrent plutôt sur leurs futurs projets. Ils sont de plus en plus lents, dit un homme en costard en tenant son attaché case. Je trouve cela merveilleux, répondis-je. D'où venez-vous me rétorque-t-il d'un air hautain. Je le laisse partir, en sentant que le navire s'éloigne de plus en plus de la grotte où il était attaché. Nous prenons de la vitesse, rapidement. Le bateau, déjà plus haut de la surface dure du sol, se retrouve soudain confronté au vide, alors que nous passons devant la cascade, nous coupant auparavant du monde extérieur. Je prends peur et m'accroche à la balustrade. Le bateau tourne d'un coup, manquant de me faire tomber, et se redresse pour se rendre vers les côtes de la mer. Il frôle à peine les vagues, prenant avec peu de peine son élan pour s'élever de plus en plus haut. Une musique s'élève plus forte et plus belle que toutes les autres, alors que mon visage se retrouve recouvert d'eau de la mer salée mais magnifique. « Baissez la grand voile !» crie Warner. Les ordres sont répétés encore et encore dans tout le bateau. Je vois un grand drap en forme de ballon descendre rapidement, se remplir d'air et permettre un envol rapide du vaisseau qui quitte rapidement les calmes plats de la surface bleutée de l'eau. Je prends peur en voyant que nous nous élevons de plus en plus haut. La terre finit par devenir minuscule et je me fais souffrance pour ne pas crier de baisser la voilure par crainte de chute. Mais en même temps, je me trouve assez grisée par cette nouvelle liberté et prise de risque de ma part. Des oiseaux nous accompagnent dans le début de notre chevauchée avec le vent. Je veux crier, mais ma pudeur m'oblige à ne rien montrer de mon excitation plus que je ne l'ai déjà fait. « Mais d'où tu viens ?» me demande Marcus, apparaissant à mes côtés. « C'est pas important, là je suis ici. J'ai une vie banale, tu sais. » « Personne n'a de vie banale. Souviens-toi de comment tu en es venu à être sur mon bateau et répète-toi que ce n'est qu'une histoire banale. » Il a raison. À partir du moment où j'ai trouvé cette plume, tout a changé et je me suis retrouvée malgré tout dans cette situation. « Ok, tu as gagné, dis-je. Ma vie n'est pas banale, elle l'était. Je vivais une vie où tous les jours se ressemblaient et où je n'avais pas le droit d'être moi-même, où je me réveillais le matin en me demandant si on pouvait mourir d'ennui ou si ce n'était qu'une expression. « Ah d'accord, tu es française !» Je ris doucement, en remarquant la pointe du mot. Il me parle de la vie de plusieurs personnes qu'on pourrait considérer comme banales pour eux. Et je remarque que c'est le genre de vie que j'aimerais avoir dans mon monde. Même la plus ennuyante des vies nous semble être la plus trépidante. On parle beaucoup, il ne cesse de se plaindre de sa condition de vie, du fait que rien n'est stable et que tout est trop différent tous les jours. Il veut de la stabilité. Tu ne te rends pas compte à quel point tu as de la chance de faire ce que tu fais, lui dis-je. Tu veux dire ta sœur, c'est un peu ennuyant, souligne-t-il. Regarde autour de toi. Je te crois pas. Tu n'es pas d'ici, remarque-t-il. Comment peux-tu être aussi catégorique? Je le vois dans tes yeux, Christa. Il y a une étincelle là-dedans, m'avoue-t-il, et cela fait des années que je n'ai pas vu des yeux pareils. Quand était la dernière? Moi, m'avoue-t-il. Mais quand j'avais 5 ans. Il me fausse compagnie, prétextant un travail à faire. Et je devine qu'il ne voulait pas continuer cette conversation. Je suis un enfant dans ma façon de voir le monde, ce qui rend chaque expérience plus intense. En plus, par cette musique qui résonne dans ma tête, je regarde la vue, en voyant des vallées, des lacs et même plus loin de la neige, et autour de moi des nuages sur lesquels volent des oiseaux majestueux. Je vois tout sous des yeux neufs et purs, mais je sais que c'est un don. Je ne vivrai pas cela 2 fois. Je veux boire à grandes gorgées chacune des expériences qui s'offriront à moi et me délecter de chacune des sensations et des émotions. Et je ne veux pas rentrer. Je m'y refuse. J'ai besoin de vérifier quelque chose sur le fameux papier. Je trouve un lieu où me cacher et retourne chez moi. Une fois là-bas, je sors des toilettes et ne laisse même pas à mon père le temps de m'attraper. J'attrape la poignée de ma porte et m'enferme. « Tout va bien ? Je vais me changer, papa !» Il acquiesce et me laisse enfin seule. Je sors ma clé et va chercher ma plume.
Je suis légèrement ému de revoir l'objet qui, depuis, cela ne fait qu'une journée dans mon monde, mais plus de 2 dans l'autre, m'a donné tant de joie et d'émerveillement et de peur aussi. Je la sors et la tiens entre mes doigts. J'ouvre l'écrin d'encre d'un mouvement délicat. J'observe avec attention la magnificence de la plume, les courbures dorées de ses parures, les reflets bleutés de sa teinte. Ce n'est pas un travail d'être humain, j'en suis de plus en plus persuadée, c'est un art divin. Je pose la plume doucement dans son écrin et prends la feuille dans mes mains. Le terme de Perla et de son vœu apparaît de nouveau face à moi, le vœu. La possibilité d'obtenir tout ce que le monde de Pluma ne pourrait jamais nous offrir. Si je parvenais à être en possession de ce trésor, je pourrais rendre le monde dans lequel je suis né plus supportable, le sauver presque. Un rêve idiot. Je me pose en soupirant sur mon lit et prends une profonde inspiration. Il est étrange pour moi de constater que tout semble avancer au ralenti dans mon monde. Mon cœur bat plus lentement, mes gestes semblent plus doux et délicats. Tout autour de moi est silencieux, comme si à Pluma tout se fait plus rapidement. Tout va plus vite, moi je vais plus vite. Les journées sont les mêmes, mais les gens sont plus rapides et tout est plus intense. Vivre les choses plus vite et plus intensément rend obligatoirement toute expérience plus grisante et unique de tout point de vue, n'est-ce pas? Un simple paysage devient splendide, un moment familial plus chaleureux, un baiser plus amoureux. Comment peut-on vivre à une telle vitesse avec de telles émotions? C'est un mystère que je me ferai une joie d'élucider sur place.